Bienvenue tout le monde à la Minute Prophétique. Écoutez, je vous présente un reportage ce soir. Les parents, écoutez ça, ça presse. On s'en reparle après. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Marion Sigaud pour son 16e livre. Le 17e est déjà apparu. Elle va très vite. Elle travaille beaucoup et très tôt le matin. Très tôt le matin, à partir de 5 heures. Oui. Alors, Marion nous offre donc ce 16e livre sur un sujet triste, les droits sexuels et la destruction programmée de l'enfance et de la famille, avec une très belle préface de Jean-Michel Vernochet. Que je remercie et que je salue. Marion Sigaud, qui offre de très beaux livres, lui, sur la politique au Moyen-Orient. Mais nous allons le recevoir prochainement. Ce livre, Les droits sexuels, s'inscrit dans la suite de votre première découverte sur les malheureux enfants de l'hôpital général sous Louis XV. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai découvert la réalité de ce qu'on appelle la pédocriminalité que j'ai voulu savoir ce qu'il en était historiquement. Ah oui. Donc ma première démarche a consisté à essayer de comprendre ce qui se passait aujourd'hui. Voyant l'énormité de l'horreur, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé dans l'ancien temps. J'avais comme intuition qu'il y avait des choses à chercher du côté de la tentative d'assassinat contre Louis XV, qui avait la réputation d'avoir aimé les petites filles. Et c'est pour percer ce mystère que j'ai repris mes études d'histoire et que je suis devenue historienne. Donc, de travailler aujourd'hui sur les droits sexuels actuellement, ça s'appelle boucler une boucle, en fait. Puisque je suis passée par l'histoire pour arriver oui, je suis passée par l'histoire et j'arrive maintenant à ces conclusions et à ces découvertes absolument terrifiantes qui ont donné lieu à ce livre, qui est une commande. C'est Jean-Michel Vernochet qui m'a demandé de faire ce livre. Alors, Jean-Michel Vernochet, dans cette excellente préface, donc c'est aux éditions Sigeste, rappelle que le grand Attali a prôné et prône depuis quelques années l'amour collaboratif. Ça vient de sortir, c'est une nouveauté. Jusqu'à présent, c'était réservé à des petits groupes de gens. Et maintenant, ils veulent que ce soit généralisé. Un peu comme Kinsey aux États-Unis. La dernière fois que vous êtes venu, c'était pour nous parler de cet individu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était ce personnage sur lequel Judith Reisman a écrit un livre pour démontrer la supercherie du comportement de cet homme qui était pourtant un savant au départ. C'était un savant, mais il était spécialisé dans l'étude des guêpes, donc il n'avait pas grand-chose à voir avec la sexualité humaine. Et s'il a fait tout ce pseudo-travail sur la sexualité humaine, c'est parce qu'on est venu le chercher. Et si on est venu le chercher, c'est certainement parce qu'il donnait les garanties. Il sert à l'heure actuelle de référence, il sert toujours de référence à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. Toute cette histoire de droits sexuels s'appuie sur les pseudo-travaux de Kinsey, qui a consisté en son temps à faire croire que les comportements sexuels des Américains qui se croyaient chastes, fidèles et sérieux. Et qu'il était dans la majorité, puisque la société protestante était extrêmement prude. Absolument qu'il l'était, et ça Judith Reisman le dit. Elle quelques exceptions près. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Donc, il a démontré que cette image que les Américains avaient d'eux-mêmes était fausse, parce que, en fait, les Américains étaient des partouzeurs, des sodomites, les femmes avortaient à qui mieux mieux, ce qui n'a pas de réalité, ce qui n'avait pas de réalité. En tout cas, en changeant l'image que les gens avaient d'eux-mêmes, on a fini par changer les mœurs. Et beaucoup plus grave, on a fini par changer le code pénal. Et c'est au cœur de l'ouvrage de Judith Reisman. Changer le code pénal, c'est décriminaliser ce qui a été considérés dans la société pendant longtemps comme des crimes, à savoir les agressions contre les femmes et les enfants. Alors on invente maintenant un truc, les droits sexuels, tout ça, ça sera avec le consentement des gens, mais bien sûr. Alors oui, ils ont franchi une étape supplémentaire. Alors il y a changer le droit, instaurer l'éducation sexuelle, terrifiante aux États-Unis et maintenant en France, et puis une étape de plus avec cette décision de l'ONU sur les droits sexuels.
Alors, il faut que je revienne à ce que je m'apprêtais à dire sur Kinsey, puis je me suis un petit peu perdue. Kinsey est l'inventeur d'une notion absolument terrifiante qui est « les enfants sont sexuels dès la naissance ». Voilà. Children are sexual from birth, qui est une affirmation qui ne consiste pas à dire qu'on est avec un sexe masculin ou féminin, ça tout le monde le savait déjà, on n'avait pas besoin d'Alfred Kinsey, mais qui consiste à dire les enfants ont des désirs d'ordre sexuel, c'est-à-dire qui les poussent vers l'activité sexuelle dès leur naissance. Et ce qui est absolument terrifiant dans cette assertion, c'est que pour pouvoir l'affirmer, pour pouvoir la développer, il a fallu que Kinsey, et ça c'est tout le mérite revient à Judith Reisman de l'avoir découvert, il a fallu que Kinsey et ses collaborateurs fassent des expériences sur des centaines d'enfants, expériences qui s'assimilent à de la torture et à du viol. Voilà. Donc le postulat à partir duquel le postulat d'où tout découle concernant l'éducation sexuelle, c'est celui-là. Les enfants sont sexuels dès la naissance, et c'est un postulat que tout le monde tire des travaux de Kinsey, et Kinsey a violé des enfants pour l'affirmer. C'est-à-dire qu'en fait, toute la politique mondiale en matière de sexualité part d'une entreprise criminelle, ni plus ni moins. Criminel. Et ça n'a jamais été dénoncé, dans ce sens que jamais aucune enquête indépendante n'a été diligentée pour savoir ce qu'il y avait derrière Kinsey et l'Institut Kinsey. Donc les enquêtes ont été faites par des gens indépendants. Aucune institution, aucune instance n'a jamais voulu enquêter sur Kinsey. Or, toute la politique sexuelle, que ce soit celle de l'ONU ou que ce soit celle des gouvernements français qui se succèdent, est basée sur les études de Kinsey. C'est monstrueux. C'est tout simplement monstrueux. Alors cette étude est parue, cette étude de Judith Reisman est parue chez Contre-Culture. Chez Contre-Culture au mois de décembre dernier. Qu'est-ce qu'il a été décidé à l'ONU ? Alors l'ONU, à partir des travaux de Kinsey, a décrété ce qu'on appelle les droits sexuels, c'est-à-dire que vous avez les droits de l'homme, vous avez le droit à ceci, vous avez le droit de cela, et maintenant vous avez les droits sexuels. Alors on sait très bien que l'ONU n'a pas possibilité de légiférer, mais les instructions de l'ONU, les modèles de l'ONU, sont bien évidemment le point de départ des changements des législations partout dans le monde. Bon, l'ONU, que ce soit au niveau de la santé ou de l'environnement ou de ce qu'on veut, à partir du moment où l'ONU a décrété, les décisions des États suivent de près. Et la déclaration des droits sexuels, qui date de 2008, a déjà des applications absolument partout, puisque l'éducation sexuelle est devenue maintenant, on peut le voir en France, alors je ne suis pas allé voir comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas pour la France, c'est une évidence. Maintenant, on va prôner les droits sexuels à partir de la naissance, puisque c'est le postulat de Kinsey, et on promeut non plus l'éducation sexuelle à l'école, mais l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire qu'il est plus que question, c'est déjà acté dans un certain nombre d'expériences ont déjà été faites, on va enseigner aux enfants, dès le plus jeune âge, à avoir une activité sexuelle. Or, il semble, malgré tout, que l'enfance soit précisément la période de la vie qui précède la vie sexuelle. Donc on va briser l'enfance, on est en train de briser l'enfance. C'est une monstruosité, pour moi, c'est le mal absolu. C'est le mal absolu, c'est l'extrémité de la... Qui a intérêt à faire des enfants des objets sexuels ? Les pédophiles. Les pédophiles. Les pédophiles, c'est aussi simple que ça. Toute personne qui considère que son activité sexuelle est son droit, qui dit mon plaisir est mon droit, a intérêt à voir les enfants livrés à ces fantasmes et à ces turpitudes. On a envie de vous dire de parler de cette histoire de droit. À partir du moment où on réclame les droits, j'ai un droit, la phase d'après c'est je réclame d'autres droits, j'ai tous les droits. Est-ce qu'il n'y a pas une perversion déjà dans le problème du droit ? Mais je pense que, absolument, le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en commun. On a inventé, parce que le droit régresse, le droit de. J'ai bien le droit, j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. Et bientôt, j'ai tous les droits. Et bientôt, j'ai tous les droits. Et c'est pas seulement ça, c'est que le droit de...
s'oppose à celui qui est en face. Imaginons vous avez le droit d'être logé. Bon, ben, un jour ou l'autre, on va vous dire, cette personne a le droit d'être logée, elle n'a pas de logement, vous en avez un, allez partager. Donc, on va vous expulser. On va vous expulser. C'est un peu ce qui se passe maintenant avec la pression sur les migrants. Ces gens-là ont le droit de... Incidemment, j'ai trouvé dans la Déclaration des droits sexuels qui date de 2008, les droits des migrants. Les droits des migrants, c'est extraordinaire, parce que la vague migratoire, elle est beaucoup plus récente que ça. Ça veut dire qu'elle était déjà dans les plans. Et on a vu, effectivement, l'application des droits sexuels pour les migrants. On l'a su par Cologne le 31 décembre de l'année dernière, mais ça s'est passé dans plusieurs capitales à la fois. Des migrants qui étaient arrivés depuis 6 mois, se sont précipités sur des femmes autochtones pour faire valoir leurs droits sexuels. Ils avaient bien le droit puisqu'ils avaient envie. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils... j'ai quand même envie de dire comme font les grands prédateurs dans la savane. Ils ont entouré, ils ont fait un cercle d'hommes qui se tenaient par les bras, donc qui faisaient rempart, après avoir emprisonné quelques femmes pour leur faire subir ce dont ils avaient envie. Et alors il y a une chose que je voudrais ajouter à ça. Quand j'ai fait ma première vidéo pour dénoncer les droits sexuels, des gens ont dit mais c'est une menteuse, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Il est dit partout que ce sera sans coercition ni violence. Alors c'est vrai, c'est dit partout sans coercition ni violence. Mais comment pouvez-vous avoir des droits sur les autres? Parce que le droit sexuel c'est un droit sur l'autre. Il n'y a pas de sexe sans partenaire. Donc comment pouvez-vous avoir des droits sur les autres si vous n'avez pas de... si tous les droits de l'autre sont respectés? Eh bien j'ai trouvé comment fait la Déclaration des droits sexuels. Ils introduisent la notion de sexe transactionnel. Et ça veut dire, c'est la prostitution. Qu'est-ce que c'est que le sexe Le sexe transactionnel, c'est le sexe peut servir à négocier quelque chose, c'est-à-dire un étudiant pauvre, une étudiante pauvre va pouvoir... il paraît que... Pas plus tard qu'avant-hier, il y avait un sujet sur TF1, à 8h du soir, on a interrogé des jeunes femmes qui, pour payer leurs études... on y est, c'est ça. Ça sera le sexe transactionnel. C'est-à-dire qu'on va dire, regardez, ces malheureux migrants qui n'ont pas, les malheureux, les moyens de faire valoir leurs droits sexuels, on va leur ouvrir des bordels. Mais écoutez, les jeunes gens et les jeunes filles, là, qui avaient des difficultés, attendez, on a un job tout trouvé pour vous. Vous allez vous prostituer. Ça sera bien parce que ça va supprimer la violence, comme si c'était pas déjà en soi une violence, la prostitution. Et puis on va pouvoir régler le problème de tous ces malheureux migrants. C'est ça, là, je veux dire, le bout du bout, c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est une monstruosité. Il n'y a pas de civilisation au monde qui n'édicte comme règle de base la continence tous les rites étudiés par Lévi-Strauss montrent qu'il y a une date avant la puberté et après, et qu'on rentre dans une époque adulte seulement à un certain âge. Mais non seulement ça, mais il n'y a pas de civilisation dans laquelle les droits sexuels soient valables. Je veux dire, le sexe est réservé d'une part à l'intimité, au couple et à la reproduction. Ça ne peut pas être une activité prise en charge par l'État. Je veux dire, à partir du moment où l'État va organiser, alors ils vont organiser quoi? Des cours de sexe? Oui, mais l'État pénètre partout maintenant. Mais l'État pénètre partout. L'État pénètre. Alors, le droit sexuel, c'est quoi? C'est le droit de jouir. Alors, c'est un droit de jouir? Alors on va pouvoir se retourner... Attendez, c'est quoi le droit de jouir? On va aller voir la police en disant, attendez, j'ai le droit de jouir et j'ai pas joué. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il y a un sursaut qui est nécessaire maintenant. Je suis pas du tout une mère la pudeur, hein. Pas le moins du monde. Non, vous n'avez pas donné cette impression, Marion. Non, je ne l'ai jamais été, je ne vais pas le devenir maintenant. Je pense qu'il est absolument indispensable que la population se ressaisisse et exige que le sexe retourne dans la sphère privée d'où il n'aurait jamais dû sortir. Voilà. Le sexe, maintenant, c'est devenu une affaire publique, une affaire d'État. Non, non et non. Non et non. La pudeur existe. Toutes les civilisations ont toujours posé des règles extrêmement strictes à la vie sexuelle des gens. C'est depuis que le monde est monde, c'est depuis qu'il y a une humanité. On ne va pas brusquement se dire que, sous prétexte de libération et de progrès, tout le monde va avoir le droit de coucher avec tout le monde et en public. C'est non, c'est non. Remettons le sexe à sa place, qui est l'intimité, le couple et le sacré. Le sacré, parce que dans toutes les civilisations, c'est sacré, le mariage est sacré. Et la vraie liberté. Mais la vraie liberté, c'est le choix. Le choix.
on a vu dans toutes les rues de nos villes des publicités tout azimut pour l'amour dit collectif, pour reprendre l'expression d'Athalie. Alors je la prends en arrivant, parce que moi j'habite à la campagne, on n'a pas encore ça. Les publicités s'étalent au plein jour. Oui, c'est une... L'amour à 1, à 2 ou à 3. Alors il y a eu cette campagne absolument infernale où on voyait 2 hommes pour aider l'association Liberté Politique, je crois, à remporter une victoire. A obtenu à peine on les interdit d'un côté, ils reviennent de l'autre. C'est une agression. Moi, j'ai pas envie de savoir comment les autres font. Je ne veux pas avoir ça sous les yeux. Ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, il faut retirer ça des yeux des enfants. Mais comme disait Judith Reisman à ce même micro, chers amis de TV Liberté, si vous avez envie d'écouter l'interview qu'on a faite de Judith Reisman, il est sur Perles de Culture. Les puissances financières qui sont derrière sont gigantesques. Absolument. Alors il y a un marché énorme qui est le marché de la pornographie. Et la pornographie est le moyen de rendre les gens impuissants. Il faut quand même le savoir. Il y a, dans le même temps, on promeut l'avortement tous azimuts, parce que ça c'est une réalité, et d'un autre côté le porno. On va vers la fin de notre humanité si ça continue comme ça. Les hommes sont rendus impuissants par la pornographie et les femmes avortent à longueur de temps. Puis alors, il y a un autre drame que vous soulignez à la fin de votre livre, c'est les enfants qui sont enlevés aux mères, dont les services sociaux disent qu'elles ne peuvent pas les élever. Alors, au lieu de les aider, on leur prend les enfants pour après les donner à des gens qui sont peu recommandables. Je pense que j'ai sous-titré le livre « La destruction programmée de l'enfance », dont on vient de parler par l'éruption du porno et de la sexualisation, mais également de la famille. Parce que derrière ce plan, il y a, au prétexte de protéger l'enfance, de retirer aux parents leur autorité sur les enfants. Les enfants vont avoir des droits, le droit de dire non, qui implique également le droit de dire oui, parce que si vous n'avez pas le droit de dire non, si vous avez le droit de dire non et que vous n'avez pas le droit de dire oui, ça n'a pas de sens. Et l'idée est de faire en sorte que les enfants, à qui on va dès le plus jeune âge, dès 4-5 ans, expliquer qu'il a des droits et qu'il a le droit de décider pour lui-même, on va passer par-dessus l'autorité des parents. Et la fin de l'autorité parentale, c'est la fin de la protection de l'enfance. Donc, au nom de la protection de l'enfance, c'est-à-dire ce qu'on appelle les droits de l'enfant, c'est une horreur. Les droits de l'enfant, j'ai compris, c'est une horreur. Au nom des droits de l'enfant, on va cesser de protéger les enfants. Et c'est aux parents de protéger les enfants. Le problème, c'est que ces parents sont eux aussi dans le collimateur de la justice dans certains pays. Il y a des parents allemands à qui on a enlevé leurs enfants parce qu'ils refusaient l'éducation sexuelle à l'école. Absolument. Alors, oui, un père allemand a fait 15 jours de prison, je crois, pour avoir refusé que sa fille, qui s'était évanouie à l'issue d'un cours d'éducation sexuelle, il avait refusé qu'elle y retourne et il a fait de la prison ferme. Il y a encore aussi grave que ça, c'est l'interdiction de la fessée. Vous avez, au prétexte d'interdire la fessée, des enfants en Suède qui sont retirés à leurs parents, non pas parce qu'ils ont reçu la fessée, mais parce qu'ils ont fait savoir devant témoins qu'ils en avaient reçu la menace. Or, si vous ne... Je veux dire, la fessée, ça va, j'en ai reçu, je ne sais pas. S'il y a des choses qui m'ont traumatisé dans la vie, c'est pas ça. C'est pas ça. La fessée, c'est du domaine de la famille, de ce que décident les parents pour leurs enfants. Si les parents n'ont plus le droit de corriger leurs enfants, les enfants vont devenir les maîtres et malheur à la ville. Dans Le Prince est un enfant. C'est une horreur. C'est une horreur. Les enfants sont là pour être protégés, pour être formés, pour être choyés et pas pour être exploités et surtout pas pour prendre des décisions pour eux-mêmes. Et toute la logique des droits sexuels consiste à dire que les enfants ont des droits et ils ont le droit de décider pour eux-mêmes. C'est la fin de l'enfance. Et l'enfance, c'est notre avenir. On a besoin d'enfants. Incroyable. Où c'est qu'on s'en va? Où c'est qu'on s'en va? Le droit à la sexualité. C'est vers ça qu'on s'en va. Le gouvernement va s'ingérer, il n'est pas encore allé assez loin, il va s'ingérer non seulement dans l'éducation sexuelle, mais dans l'activité sexuelle. Ça s'en vient pas beau, vraiment pas beau. Écoutez, est-ce que ça a un rapport avec le fait que l'ONU a une grande influence arabe et que le monde arabe
est en majorité islamique, et que dans l'islam, si on prend l'exemple de Mohamed, sa première femme avait 7 ans. Et on connaît bien les pratiques dans ces pays-là, où on commence à marier des femmes à 7, 8, 9 ans. Chez nous, en Occident, on appelle ça de la pédophilie. Mais là-bas, on appelle ça du mariage. Puis là, tout d'un coup, l'ONU propose un nouveau projet de loi qui a été adopté en passant par l'ONU, dans lequel les enfants ont de nouveaux droits maintenant. Le droit à la sexualité. Alors, les enfants vont pouvoir réclamer ce droit-là. Ça se base sur quoi, ça? Une étude de M. Kingsley, aux États-Unis. Monsieur, là, il est un scientifique, j'ai bien compris, dans les abeilles, dans les guêpes, très loin de la sexualité. Puis, basé sur ces études, maintenant, l'ONU va adopter des motions. Savez-vous ce qui se passe avec les motions à l'ONU? C'est que ces motions-là deviennent la base sur laquelle nos gouvernements occidentaux, les gouvernements mondiaux, votent et passent des lois. Les curriculums d'enseignement dans nos maisons d'enseignement sont influencés par l'ONU, sont dirigés par l'ONU. De la petite enfance, de la CPE, à l'université, le gouvernement veut prendre le contrôle de ce que vos enfants apprennent. Parce que vous n'êtes pas compétents, selon eux. Vous n'êtes pas compétents pour éduquer vos enfants sexuellement. Nous, on va les éduquer sexuellement. Et droit à la sexualité. Qu'est-ce que ça a le rapport avec la prophétie biblique, ça? Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça a rapport avec la prophétie biblique. Vous savez que Jésus, quand les disciples sont approchés de Jésus, dans Matthieu 24 à 26, puis dans Luc chapitre 18, on a dans les évangiles un peu un portrait des apôtres de la vie de Jésus durant son ministère. Et les apôtres ont demandé à Jésus, Jésus, quand tu vas revenir, là, comment on va faire pour savoir que tu t'en viens? Vous savez, parce que là, on n'en parle plus dans nos églises. Mais Jésus, il va revenir. Regardez les passages maintenant. 2 passages importants concernant la prophétie. Dans Luc chapitre 18, Jésus va nous dire dans Luc 18, regardez, on va vous montrer le passage, là. Alors, le passage dans Luc dont je parlais, c'est dans Luc chapitre 17. Excusez-moi, je vous ai dit 18, c'est 17, verset 28. Il nous dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour, ça nous dit, mais le jour où Lot, c'est-à-dire sorti de Sodome, on connaît bien la ville de Sodome et Gomorrhe, une pluie de feu et de soufre tomba sur eux. Là, Jésus est en train de dire que les temps de la fin, on va les reconnaître parce que la société, elle va se comparer à deux comparaisons. La première, c'est la comparaison de Noé, de l'époque de Noé. Puis la deuxième, c'est la comparaison de Lot. Et pour savoir si ça avait l'air dans le temps de Lot, on va voir dans Genèse chapitre 19. Le passage que Luc parle dans Luc 17, il fait référence à Genèse, qui est le premier livre de votre Bible. Alors, ça nous dit dans Genèse chapitre 19, regardez bien ça, on le sait, c'est le grand jugement, on connaît la ville de Sodome pour le mot sodomie, des pratiques immorales sexuelles que Dieu condamne et qu'il condamne toujours. Mais ça nous dit ici, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Regardez ce que ça dit. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. OK? Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Lot, ils lui dirent, où sont les hommes qui sont... Ils n'ont pas dit les femmes. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Fais-les sortir pour que nous les connaissions. Et le sens du mot connaître, là, c'est pas prendre un café, là. Le sens du mot connaître, dans le sens biblique de Genèse, c'est d'avoir une relation sexuelle. Et c'est pour ça que Dieu va juger Sodome et Gomorrhe. L'histoire est bien connue. Hein? Le mot sodomie vient de Sodome. Alors, on connaît bien le terme. Mais, Dieu a jugé cette ville-là. Alors, mais qu'est-ce qu'on voit dans le passage? On voit que
du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand, les gens s'étaient rassemblés à la ville. Ça veut dire qu'il y avait une sexualité intergénérationnelle. L'immoralité avait atteint un paroxysme où ce que les adultes avaient des relations sexuelles entre hommes, et de plus, les enfants avec des adultes. Tout était entremêlé. Un paroxysme de l'immoralité. Jésus il dit que dans l'époque de son retour, la génération qui va connaître son retour, ça va ressembler à Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je pense qu'on est rendu là. Écoutez, vous savez, la Bible nous enseigne qu'il y a une porte de sortie. On le sait tous, on regarde le monde, on sait tous qu'on s'en va vers un mur. On sait tous qu'on s'en va vers un mur, qu'on le veuille pas, ça s'en va vers un mur. Les gens ils pensent à la fin du monde comme un grand cataclysme, que tout va détruire, puis il va y avoir l'annihilation de l'existence de la vie. Mais ça, c'est pas la fin biblique, c'est pas la fin qui est décrite dans les Écritures. C'est pas ça que Dieu a. C'est vrai qu'il y a des grands moments. La Bible appelle la grande période de la tribulation, ou dans l'Ancien Testament, le terme qui est employé, c'était les troubles de Jacob, qui réfère à une période de 7 années, de grands troubles, des catastrophes comme on n'a jamais vu sur la terre. Mais la fin de l'histoire, là, elle peut être belle pour toi. Elle peut être super belle pour toi. Parce que Jésus, il a un plan. Il a un plan pour pas que tu aies à passer à travers ces grands moments-là de troubles qui s'en viennent sur la terre. Ces grands moments-là. Puis on va en parler dans une capsule. Surveille les capsules parce que c'est possible pour toi d'échapper à ça. C'est possible pour toi d'échapper à ça. N'oubliez pas tout le monde, bien important, abonnez-vous. Vous cliquez sur le petit bouton en bas de la vidéo et vous cliquez sur la clochette aussi, qui va vous avertir quand il va y avoir des nouvelles vidéos. Puis surtout, le plus important, partagez au plus de monde possible. Merci.